Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un film qui passe cette semaine à la télé, j'aimerais que les élèves le regardent. Oui, mais tu peux pas mettre ça ici, hein? Mais pourquoi, il y a de la place? C'est réservé au ciné-club. Bah, Altman, quand même. Oui, comme par hasard, le seul film commercial d'Altman. Bah, je vois pas ce que tu peux lui reprocher, c'est du très bon cinéma. Il y a de l'action, il y a de l'humour. Oui, un peu de violence, un peu de sexe. Excuse-moi, mais j'attends autre chose d'un film. Ah bon? Et qu'est-ce que t'attends? Qu'il m'interpelle quelque part, qu'il me fasse réfléchir. À moi, pour réfléchir, j'aime mieux être tranquille, au calme, sans bruit, sans images. Dans ces conditions, n'importe quelle connerie peut faire l'affaire. Ah non, pas du tout. N'importe quelle connerie, ça peut faire l'affaire pour vous, les intelligents. Vous, on vous fait un plan de 3 minutes sur un œuf. Aussitôt, vous imaginez les mouillettes, la poule, Christophe Colomb, Yul Brynner. Avec les cons comme moi, c'est plus difficile. On peut pas leur faire n'importe quoi. Sinon, ils s'emmerdent, ils gueulent et ils s'en vont. Crois-moi, parvenir à intéresser même les cons, c'est ce qui demande le plus d'intelligence. Je suis complètement d'accord avec toi. Je vous signale qu'il y a un excellent film jeudi soir au Ciné-Club. Sonate d'automne de Bergman. Ne le ratez pas, les films intelligents sont rares. Bonjour, bonsoir, bonne journée, bonne soirée. Vous écoutez le podcast des étudiants de l'atelier critique de l'université de Rennes 2. Nous sommes au cinéma Arvor et nous allons parler de 5 films aujourd'hui. Donc on a un petit programme et on va commencer par un film argentin, une fois n'est pas coutume, réalisé par Rodrigo Moreno qui s'appelle Los Delincuentes. Elena, je t'en prie. Donc Los Delincuentes raconte l'histoire de Moran, un employé de banque qui décide de voler une assez grosse somme dans la banque et d'ensuite se livrer à la police pour faire 3 ans et demi de prison et en sortant toucher l'argent. Mais pour ça, il a besoin d'un complice qui puisse garder l'argent pendant qu'il est en prison. Et il va donc voir un de ses collègues de banque et lui dire si tu gardes pas l'argent pendant ces 3 ans et demi, je dis que t'es mon complice et du coup je te dénonce à la police. Et si tu gardes l'argent, tu as la moitié. Et donc, il va se retrouver en prison et on va suivre donc, les 2 personnages. Donc, un qui est en prison et qui va assez vite être éclipsé à partir du moment où il se retrouve en prison. Et l'autre qui est à l'extérieur et qui va faire des rencontres, tomber amoureux, etc. Et donc, c'est un film qui a une certaine sobriété formelle, un rythme assez calme, assez lent, mais qui a pas mal de choses assez intéressantes, je trouve. Notamment, il y a eu toute une thématique sur le double, où les 2 personnages sont très liés. Et ça, c'est annoncé dès le début du film. Le début du film, c'est une dame qui vient encaisser un chèque. Et ça pose problème à la banque parce qu'ils se rendent compte que la dame a exactement la même signature qu'un autre de leurs clients. Et donc, ils sont assez étonnés. Et puis, il y a une personne qui dit « Non, mais oui, 2 personnes peuvent avoir la même signature, 2 personnes peuvent avoir la même voix, 2 personnes peuvent même avoir la même vie. » Et c'est exactement ce qui va se passer pour les 2 personnages du film. Tout d'abord, leur prénom. Il y en a un qui s'appelle Roman, l'autre qui s'appelle Moran. Bon, les 2 noms sont donc des anagrammes l'un de l'autre. Et ensuite, ils vont partager donc le même coup. Ils sont tous les 2 employés de banque. Et j'ai dit qu'un des personnages allait tomber amoureux. Et il se trouve qu'il va finir par découvrir que la femme dont il tombe amoureux a été amoureuse de l'autre, de Moran, qui est en prison. Donc ils sont tous les 2 tombés amoureux également de la même femme. Et donc leurs vies vont avoir énormément de liens, ce qui va également être représenté formellement. Je pense notamment à plusieurs volets, qui sont des volets assez lents, et qui se stabilisent au milieu pour former un split screen, où on voit les 2 personnages, l'un dans sa cellule assis, l'autre dans sa chambre assis également, qui prennent tous les 2 une cigarette et l'allument au même moment. Donc tissant encore une fois une question de dualité. Et donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'avoir cette dualité assez originale. Un autre élément que j'ai trouvé assez original dans le film, c'est le motif du vol. Parce qu'en général, quand on imagine que quelqu'un vole une banque, on se dit que c'est pour être riche, pour avoir beaucoup d'argent. Ici, c'est pas le cas. Il lui reste 25 ans à travailler à la banque et il va décider de voler la somme qu'il gagnerait en salaire s'il continue à travailler pendant 25 ans dans cette banque. Et donc son but, c'est pas d'élever son niveau de vie, c'est simplement de ne plus avoir à travailler. Et il dit lui-même qu'il préfère passer 3 ans et demi en prison plutôt que 25 ans à la banque. Et donc, le motif du vol, en fait, c'est plutôt un rejet du salariat, un rejet de la vie à la ville également, parce que les 2 personnages vont finir par découvrir un peu la campagne, et même la fin se conclut sur les personnages qui quittent la ville pour aller à la campagne, en même temps qu'ils quittent donc leur boulot, parce que le plan de Moran va bien fonctionner. Une fois sorti de prison, il va pouvoir récupérer l'argent. Et donc, j'ai trouvé que c'était assez atypique, à la fois cette question de la dualité, mais également cette idée de vouloir commettre un délit
uniquement pour sortir du salariat, pour sortir d'une certaine vie de la ville. Et donc, je trouvais ça assez intéressant. Je trouve très intéressant tout ce que tu as dit également. Vraiment, j'aurais pas mieux exprimé cette idée de la dualité et du double, parce que je l'aurais vraiment pas mieux exprimé. Enfin, c'est exactement ça. Et du coup, je te remercie d'avoir fait cette analyse très pertinente déjà, qui éclaire un peu mon regard sur le film. Et ensuite, alors j'ai dit que j'allais beaucoup bégayer en parlant de ce film parce que je trouve ça compliqué d'en parler. Comment dire ? Déjà, alors pour des petits points d'information, le réalisateur pensait vraiment pas que le film allait marcher à l'étranger parce que pour lui, il traitait vraiment de problématiques très argentines, très locales. Parce que nous, ce qu'on y voit, nous Français, on y voit vraiment l'opposition entre vie urbaine, citadine et vie à la campagne, qui est quelque chose qu'on peut expérimenter aussi dans notre pays. Mais il y a des problématiques très régionales aussi et qu'on ne peut pas forcément saisir dans le film. Mais par exemple, le personnage principal, entre guillemets, Moran, il vient de Salta, à un moment, il le dit, c'est un salteño. Et ça veut pas juste dire qu'il vient de Salta, en fait, ça veut surtout dire qu'il vient du Nord, et du coup, ça implique des choses dont on n'est pas forcément conscient, parce évidemment, on va pas forcément connaître la géopolitique de l'Argentine et tout ça, mais qui viennent du Nord, ça implique déjà qu'il n'ait pas le même accent que les gens qui viennent de Buenos Aires ou de la campagne et tout ça, donc c'est pour ça que le réalisateur s'était dit, mais c'est bizarre que ça marche à l'étranger. Mais du coup, ça montre qu'il y a, comment dire, des problématiques de dualité, là encore, qui peuvent être assez universelles dans l'opposition ville-campagne aussi, et cette souffrance que peut impliquer la vie en ville et l'aliénation par le travail. Hein. Il y a quelque chose de très marxiste, c'est très argentin pour le coup, parce que le cinéma argentin, surtout le nouveau cinéma argentin depuis quelques années, met en place des problématiques socio-économiques qui se rapprochent beaucoup du marxisme, et il y a donc ça, le problème de l'aliénation. Après, moi, pour revenir sur un terrain plus personnel, j'ai bien aimé le début du film, j'ai beaucoup aimé la fin. Je pas aimé le milieu, hein, globalement, je trouve... comment dire, moi j'ai toujours un problème, je bloque sur les personnages féminins mal écrits dans les films. Et là, ça n'a pas tellement passé, ce personnage de femme qui est globalement une tentatrice, je sais pas quoi, avec qui les deux mecs vont coucher. Ça m'a vraiment mis un peu mal à l'aise, et j'ai vraiment senti du soulagement que quand elle a dit que le type était un dément et qu'elle s'en va parce qu'ils sont tous les deux cons. Donc là, ça allait mieux, quoi. Et ça m'a fait un peu comprendre aussi que le réal est très... comment dire, il est pas dans non, c'est pas ça le mot, mais en gros, il va pas être dans le fait de dire que ces personnages, ce qu'ils font c'est bien, il va avoir une certaine distance aussi, une distance presque anthropologique en fait, en se disant tiens, observons deux types random dans une banque, et puis voyons, ce sont des hommes, ils sont pas parfaits, ils sont même carrément cons parfois, et voilà, donc on va juste suivre leur vie se dérouler en parallèle, et c'est pas si mal. Quoi d'autre ? J'ai dit que j'ai beaucoup aimé la fin, parce que c'est le passage le plus silencieux du film, et on sent que là, il n'y a plus rien à dire, dans le sens où on a tellement vu pendant tout ce film les aberrations de la société, que tout ce qui reste à la fin, c'est le silence et la solitude. Et même les deux personnages qui étaient censés se retrouver, partager l'argent, on ne les voit pas se retrouver, on les voit juste isolés, tout seuls, dans la campagne. Et ça, il y a quelque chose de soulageant, je ne sais pas si ce mot existe, mais on ressent un certain soulagement à se dire, c'est enfin fini, en fait, quelque part. C'est la solution, en fait, à tout ça, c'est juste la solitude, le silence, et de s'enfoncer dans la pampa argentine, dans les steppes. Donc c'était assez beau. Et puis, dernière chose qui était vraiment, vraiment bien trouvée, et là encore très, très argentine, c'est le fait de représenter le temps qui passe par la lecture de la poésie.
en sachant que la poésie, en Amérique du Sud, notamment au Chili, en Argentine, c'est un art qui est beaucoup, beaucoup plus développé que chez nous. Il est beaucoup plus populaire. Il y a plein de poètes, vraiment. Il y a des poètes qui sont des très célèbres et très importants pour l'histoire du pays et qui ont vraiment forgé des vocations artistiques, que ce soit de cinéastes, d'écrivains, etc. Et même les écrivains sont un peu poètes. Je pense à Bolaño, par exemple. Et c'est un truc que je retrouve dans le cinéma argentin quand j'ai la chance d'en voir, et notamment dans 2 films trop bien que sont Les Nouveaux Sauvages et Les Neuf Reines. Je vous les recommande très chaudement. Et c'est le côté, on va articuler la poésie avec une critique ou alors un ancrage assez prononcé dans la vie réelle, et notamment les problèmes sociaux, économiques et tout ça. Et on va le raconter de manière poétique, dans le sens où on va dérouler un poème, en fait, dans ces films-là. Et donc, voir en même temps qu'il cite un poème, je sais pas ce que c'est, j'ai pas retrouvé la référence. Quand il est dans sa prison, il lit le poème, et en même temps, c'est pas juste il lit le poème face caméra, et c'est un moment un peu tranquille, c'est vraiment la poésie s'imbrique dans la vie et montre le temps qui passe, et le temps qu'il passe dans cette prison à lire ce poème. Tu peux peut-être même t'imaginer qu'il a passé 3 ans non-stop, sans manger, sans dormir, à juste lire le poème, et qu'il en est arrivé là, avec ses cheveux un peu grisonnants, qu'il est arrivé à la fin de sa peine. Et c'est un truc qui est vraiment, que vous verrez jamais ailleurs que dans le cinéma argentin, et ça sera pas du tout snob ou quoi, en fait, parce que la poésie, c'est tellement ancré dans la vie que la poésie devient la vie, et du coup elle devient le cinéma aussi. Et ça, c'était vraiment c'était particulièrement chouette, je trouve, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le cinéma argentin, le fait qu'on peut raconter la vie de façon très réaliste, très crue même parfois, en montrant des problèmes qui existent, des problèmes économiques, bancaires et sociaux et tout ça. Et en même temps, vous allez avoir quelque chose d'un peu irréel et de poétique. Voilà. Mais ça, c'est plus une réflexion globale sur le cinéma argentin que je trouve vraiment trop chouette. Le cinéma chilien aussi, un peu. C'était plus une remarque sur ça que sur le film en lui-même. Et c'est ça qui rend le film assez bon à mes yeux, en fait. Je sais pas trop quoi ajouter. C'était très intéressant, merci. Après, il y a une dimension. Le film est assez riche. Hein. Moi, j'aime beaucoup le film aussi, mais il y a, tel que vous en parlez, vous en avez parlé tous les deux très, très justement. Il y a une dimension qui pourrait peut-être pas, qui va pas être forcément très sensible pour ceux qui l'ont pas vu. C'est qu'il y a un rapport on va dire au temps, au récit qui est très délité quoi dans le film quoi. C'est qu'on pourrait croire voilà, même tout indique, même jusqu'au titre lui-même et au pitch que t'as dit Elena, que c'est presque un film de genre quoi, ou un film de braquage, un film presque un film des frères Cohen quelque part. On va en parler tout à l'heure, mais il y a presque un peu de ça quoi. Donc c'est-à-dire un registre de genre avec une structure, un scénario assez très écrit, puis voilà une machination, voilà on voit très bien à quoi pourrait ressembler un film américain, par exemple, sur ce type même de sujet. Et ceci dit, le film va emprunter systématiquement tous les chemins de traverse pour, au contraire, diluer complètement les enjeux de ce genre de film, quoi. Là où on attend un peu les scènes un peu choc, non, il va les éviter, il va plutôt... toi, tu disais, quand tu disais que le milieu, ça t'intéressait pas, bon, le milieu, déjà, vu que le film fait 3 heures, on l'a pas dit, hein, mais le milieu, c'est 1h30, du coup, c'est 1 heure. Et c'est vrai qu'à un moment, tu as toute une scène, je sais pas, ça dure 1 heure, où ils sont juste en train de se baigner à poil dans les rivières, et puis de manger, boire du vin, et de discuter, et c'est vraiment... c'est marrant, parce que tout ce truc du plan, du genre, il y a une dimension méta dans le film qui est très forte, quoi. Il y a une équipe de tournage dans le film, et puis il parle de cinéma à un moment en disant bon voilà, qu'est-ce que c'est, est-ce que le cinéma il est mort ou je sais pas quoi, et il y a quand même ce truc où le plan que font les personnages, qui font que de faire, il fait le plan pour braquer la banque, il fait le plan à un moment, le même personnage, de faire des enfants à la nana, et c'est là où la nana lui dit mec, arrête de faire des plans quoi. Et il y a presque ce truc du double aussi, donc que tu parlais, je pense que tu pourrais aussi le mettre sur ce truc là, le plan que fait le personnage, que s'évertue toujours de faire le personnage, c'est aussi le plan du scénario quoi, c'est-à-dire tout ce truc de genre, et à quel point ils vont être plutôt là où le film est génial, c'est juste quand il n'y a plus du tout de plan quoi. Parce que moi à mon sens c'est la scène où
les scènes où il se passe rien qui sont les mieux. À la limite, les scènes où il y a vraiment des nœuds dramaturgiques et tout ça, elles sont pas si intéressantes que ça et tout ça. Et t'as vraiment ce truc du cinéma. Enfin, c'est vraiment presque une profession de foi de cinéma moderne, ce moment où dans le cinéma, on s'est dit on arrête de raconter des histoires et on va montrer la vie telle qu'elle se déroule ou je sais pas quoi. Et le film presque raconte ça, quoi. Les mecs qui font des plans qui se rendent compte que la vie elle est advenue sans qu'ils s'en soient rendus compte, quoi. Alors qu'ils pensaient que ça allait commencer après, quoi. Et il y a vraiment ce truc-là. Mais c'est un film qui est hyper intéressant pour ça, enfin moi je trouve hyper agréable à habiter en tout cas, quoi. T'es dedans, tu dis tu pourrais rester. Après, moi je sais, j'ai un film, en bossant dans un cinéma, tu peux aller dans la salle, tu passes une demi-heure, tu ressors, c'est super. Oui, il y a un côté très apaisant, je trouve, à voir le film. On se laisse porter, assez apaisant. Il y a aussi un élément que je trouve intéressant par rapport au fait qu'il ne se concentre pas trop sur les actions clés. C'est il y a un moment donné où la banque décide un peu de pourrir la vie de Roman, qui est donc resté employé. Et on a juste une courte scène où on voit qu'il lui demande de tenir la caisse seul. Et dans un film assez classique, on aurait vu plusieurs scènes où on aurait vu ses employeurs être méchants. Et ce serait presque devenu le problème, c'est les employeurs qui le traitent mal. Alors que là, non, c'est assez expédié parce que le problème global, s'ils veulent quitter la banque, c'est pas parce que leurs employeurs sont méchants, c'est juste que le salariat en tant que tel ne leur convient pas. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Et je trouve aussi que je me demande si ça résonne pas assez avec la situation en Argentine, qui est assez compliquée politiquement. D'autant que quelques jours avant, j'avais vu Mémoire d'un saccage de Fernando Solanas, qui parle justement de tout ce que les politiques libérales ont amené comme complexité sur le point de vue du salariat, du chômage et tout. Et ouais, je trouvais que c'était assez intéressant et atypique comme angle de vue, parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de propos sur le salariat et tout dans des films européens ou même américains. Et du coup, je trouvais que c'était assez intéressant. Mais du coup, je reprends un peu ce que tu disais sur les genres et les plans que font les personnages, j'y pensais. Mais il y a quelque chose d'assez ironique à voir ce type qui se dit bon, bah, je vais piquer 25 ans de salaire, comme ça je peux vivre ma vie tranquille, et après, il passe son temps à juste planifier sa vie, planifier ce qu'il va faire, et là il sort et il se rend compte que la fille qu'il voulait épouser, qui n'a jamais dit oui, au passage, voilà, il dit je vais te marier, on va avoir une maison, et elle répond oui c'est bien, ok d'accord. Et du coup, il y a quelque chose d'ironique parce que quelque part, il n'arrive pas à échapper à la vie moderne, au salariat, même comme tu dis, parce que faut planifier toujours, faire des plans, décider ce qu'on va faire, etc. Et au final, il se retrouve un peu devant le fait accompli. Bon, il n'y a plus rien. Il me reste plus qu'à aller chevaucher dans les steppes. Et c'est une résolution plutôt positive pour le coup, mais c'est assez ironique en fait, je trouve. Et sur les genres, comment dire ? Oui, il y a une forme de satire sociale un peu aussi, parce qu'il y a une enquêtrice d'assurance qui vient suite au vol pour faire des enquêtes et mettre la pression aux employés. Et c'est très drôle parce qu'elle est vraiment elle parle avec un jargon très entreprise, très corporate et tout ça. Et à côté, elle joue la flic à claquer des portes et à taper du poing sur la table. Littéralement, elle tape du poing sur la table. C'est très drôle. Enfin, c'est des scènes très drôles, très très absurdes, quoi. Où il y a vraiment. Ça pourrait être un film d'enquête, ça pourrait être haletant, c'est oh là là, est-ce qu'elle va découvrir et tout ça, mais oui, elle dit dès le début, toi t'es complice, mais il se passe rien après, quoi, il se passe rien, juste elle vocifère, elle repart, et puis c'est terminé, et puis le temps passe, et au final il n'y a pas de conséquences, quoi, donc il y a vraiment le détournement de ce que pourrait être le film, en fait, un film de braquage, un film de casse, de la poursuite, des flics, tout ça, et la seule fois où on voit des flics, ils disent bonjour monsieur, alors vous voulez confesser un crime ? Venez, on va vous mettre les menottes, et puis voilà, quoi, c'est... Et on voit ni procès, ni poursuite, ni rien, en fait, et comme tu disais, on le voit juste... tenir la caisse tout seul, et le type lui dit tamponne plus vite, et lui il tamponne en regardant le gars dans les yeux, il tamponne à une vitesse surnaturelle, et l'autre lui dit c'est bon, là aussi c'est drôle, quoi, et c'est pas du tout une scène où on va se sentir mal pour le personnage en mode oh là là, salaud de riche, tout ça, parce que oui, c'est pas eux le problème en soi, c'est le système, enfin, voilà.
du coup, on passe au deuxième film, Pas de vague, de Teddy Lucy Modeste. Qui c'est qui va se lancer sur ce film? Je vais prendre celle qui est à portée de mon micro. Alors, c'est un film qui visiblement fait du coup beaucoup polémique. De ce que je comprends, c'est un film qui a l'air de vraiment diviser, mais de façon très drastique, le spectateur. C'est que moi, j'entends des critiques de gens qui le trouvent incroyable, tout comme des gens qui l'ont détesté. Ce qui est très drôle parce que c'est assez... c'est pas commun en fait de voir des films qui divisent autant, je trouve. Et en fait, c'est un film qui va raconter du coup l'histoire d'un professeur de français. C'est adapté d'une histoire vraie. Et donc ce professeur de français est joué par François Civil et il est professeur dans un collège un peu dans une zone un peu défavorisée. Et ça va être un professeur de français qui va... En fait, c'est un professeur de français qui est assez jeune et qui est au tout début de sa carrière. En fait, il va vraiment avoir le désir d'aider en fait ses élèves et à les faire réussir. Et il va pas forcément... Enfin, ça part d'une bonne volonté, mais du coup, on va le découvrir. Il fait pas forcément les bons choix, ce qui va créer de la jalousie entre les élèves. Et cette jalousie, ça va entraîner une sorte de harcèlement, on peut dire, vis-à-vis de ce professeur. Et en fait, c'est ce qu'on va vivre. On va vivre, en fait, comment lui, en fait, il va réagir face à une fausse accusation d'harcèlement sexuel, en fait, vis-à-vis d'une de ses élèves. Et au début, ça peut faire peur, surtout dans le synopsis, quand ils disent ça, que ça parle d'une fausse accusation d'harcèlement sexuel au milieu scolaire. Moi, personnellement, au début, je me suis dit, mais jamais j'irai voir ce film. Enfin, comment tu peux représenter ça au cinéma? Mais il y a déjà un film qui traite de ça, c'est La Chasse, avec, je sais plus comment s'appelle l'acteur. Ouais, ça, Matt Mikkelsen. Et en fait, La Vague, au final, du coup, j'avais quand même entendu des bons avis positifs, justement de d'autres gens aussi qui avaient peur un peu vis-à-vis du propos, mais qui étaient quand même allés le voir et qui au final avaient été agréablement surpris. Donc, j'y suis quand même allée sans m'attendre à grand-chose, mais au final, je l'ai quand même bien aimé, moi personnellement, ce film, parce que... Au début, j'avais un peu de mal. C'est vrai que quand le film commence avec justement cette fausse accusation et que tu vois tout le monde croire en fait le professeur de français, donc François Civil, vraiment, il y a tous ses collègues qui oui, voilà, vont à moitié se battre pour lui. Au début du film, il n'y a pas de remise en question. C'est vraiment, lui, il dit qu'il n'a rien fait et du coup, oui, on te croit. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que je suis allée voir ? Et au final, ça va être plus nuancé après au cours du film parce que au final, ça va pas du tout bien se passer. Au début, on pense que François Civil, il va forcément réussir à s'en sortir, ils vont réussir à prouver que c'est une fausse accusation et tout ça. Mais en fait, pas du tout parce qu'au final, en fait, il y a énormément de choses qui vont rentrer en question. En fait, déjà, il y a des gens qui vont pas forcément le croire, qui vont pas, dont la CPE, je crois justement, qui dit à un moment donné, oui, mais en même temps, même si on te connaît, c'est sûr qu'on peut pas te croire. On peut pas savoir si ce que tu nous dis c'est vrai, et en même temps, c'est vrai qu'on peut pas écarter les propos de cette jeune fille, même si tu nous dis que ce qu'elle dit est faux. Et en fait, il va y avoir tout un truc autour de ça, même autour du fait que François Civil, son personnage est homosexuel, mais que lui, forcément, il l'a jamais forcément dit à ses collègues, et qu'il va y avoir tout ce truc de mais pourquoi tu nous l'as pas dit, ça t'aurait innocenté, et il va y avoir aussi tout un propos autour un peu de l'homophobie qui va se créer parce que du coup il va aussi être il y a des vidéos et tout ça qui vont commencer à tourner dans le collège entre les élèves et tout ça, et c'est quelque chose qui va aussi énormément le toucher. Et en fait, je pense que
si ça n'avait pas été une histoire vraie, déjà, ça aurait peut-être pu être un peu plus, on va dire, problématique, justement, cette histoire de fausse accusation. Mais je trouve que, vu que c'est une histoire vraie, et que quand on voit le film, et qu'on voit qu'il y a énormément d'autres propos autour de ça, ben, je trouve que ça donne quand même un bon film. Et que... Et j'aime bien parce qu'en fait les perspectives sont très nuancées, justement, il y a vraiment un peu de tous les profils et toutes les réactions qui pourraient vraiment exister. Et ce que j'ai aimé, c'est que j'ai trouvé le film très réaliste, même dans les dialogues et tout ça, dans leur façon vraiment de, on va dire, de réagir face aux problèmes. Moi j'ai trouvé que c'était très bien fait et qu'on arrivait vraiment à se mettre en fait à la place de François Civil, qui même lui des fois n'agit pas bien. Par exemple, on le voit face à son copain, il y a des moments, il y a un moment donné, il est dans une sorte de soirée avec des amis, il va se mettre à l'humilier devant ses amis, dans le sens où lui aussi il agit pas forcément, au bout d'un moment avec la pression et tout ça, il fait pas que des bons choix, et c'est pas forcément non plus il est pas non plus représenté comme un ange, et lui aussi il fait des erreurs. Et même les dialogues, surtout en milieu scolaire, souvent, quand c'est avec des jeunes, je trouve que les dialogues sont souvent assez mal écrits. Et là, j'ai trouvé que le jeu des acteurs était vraiment très naturel, surtout des collégiens. Et ça m'a plu. Voilà. Alors, j'ai pas vu le film, mais je bosse dans un lycée et je suis confrontée parfois à ces histoires compliquées d'agression sexuelle et tout ça, et à des CPE, etc. Et je fais partie d'un syndicat aussi, donc la parole circule entre les collègues, et donc voilà, c'était juste pour asseoir ma légitimité si besoin. Les CPE, ils croient pas les élèves, hein. C'est ça, pour le coup, c'est un truc que je peux affirmer. Les CPE sont en permanence en train de dire attention, cet élève-là, il raconte n'importe quoi, faut pas trop le croire, faut pas trop la croire, tout ça. Donc que le CPE dise au prof, en plus, le prof qui ont un statut, qu'ils pensent supérieur, et qui du coup, ils sont un peu au-dessus de tout le monde, hein, dans les lycées et les collèges. Donc un CPE dise au prof, ah ouais, quand même, on peut pas tellement te croire, ça n'arrive pas, hein, voilà déjà. Et ensuite, le côté histoire vraie, le label histoire vraie, faut s'en méfier. Le procès Goldman, c'était aussi une histoire vraie, et le film raconte plein de conneries. Donc c'est pas parce que c'est une histoire vraie que c'est forcément que le film raconte la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Et enfin, qu'est-ce que je voulais rajouter? C'était juste c'est vraiment pour que la lecture du film soit pas biaisée par le fait que c'est une histoire vraie. Ça reste un film, en fait, ça reste une fiction malgré tout. Et pourquoi choisir d'adapter cette histoire vraie là, précisément, en ce moment où les personnes victimes d'agressions sexuelles galèrent tellement à faire reconnaître ce qui leur est arrivé. Enfin, je sais pas si le réalisateur est très conscient de son époque en réalité. Et même si le film raconte sans doute plein de trucs nuancés et a des très bonnes intentions, parce que ça, je n'en doute absolument pas, je me pose vraiment des questions et je me demande si c'est pas un peu pour faire le buzz, entre guillemets. Je ne connais pas le réalisateur, je sais pas quel genre d'ambition il a, donc je me pose vraiment la question en fait sur pourquoi adapter ça en ce moment, en fait. Pourquoi adapter une histoire vraie ou pas, on s'en fiche, hein, à la limite, où la parole des femmes est présentée encore une fois comme fausse et va être source de problèmes et de souffrance pour un homme qui n'aurait rien demandé. C'est vraiment en fait les prémices du projet qui m'interrogent, moi. Voilà. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est pour ça aussi au début que je voulais pas du tout aller le voir. Après, moi, je suis complètement d'accord que tu veuilles pas aller le voir pour ça, hein. Mais dans le sens, en fait, je suis d'accord dans ce que tu dis, dans le sens où ce film n'a pas forcément de but. Enfin, dans le sens, c'était pas obligé, tu vois, d'adapter cette histoire, et en soi, ça aurait pas changé grand-chose. Moi, juste, j'ai bien aimé le film dans sa globalité, j'ai trouvé des choses intéressantes, et j'ai trouvé que c'était bien fait, mais aussi parce que moi, j'ai mon point de vue de femme, tu vois, j'irai jamais... tu vois, j'ai pas ce point de vue d'aller remettre en cause, par exemple, une parole d'une femme qui un jour irait dénoncer des agressions sexuelles.
Et du coup, moi, tu vois, j'ai un peu ce recul, donc moi, ça me dérange pas parce que je sais que ça irait jamais. Ce film n'irait pas modifier mon avis là-dessus, sur la légitimité des femmes. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre que ce film puisse être dérangeant et surtout qu'il n'a pas forcément non plus sa place. En soi, j'ai trouvé que c'était un bon film, mais c'est vrai que, surtout en ce moment, c'est pas forcément... Mauvais timing, quoi. Ouais, c'est ça, mauvais timing. Et surtout que j'en parlais justement aussi d'avant, de La Chasse. Je sais que lui, je sais pas du tout il est de quand, mais je sais que... Tu l'as dit il y a 10 ans, un peu moins peut-être. Ouais, moi je sais que je l'ai vu il y a quelques années et je sais aussi que il m'avait vachement dérangé aussi, parce que là du coup c'était avec une petite fille. C'était pas avec... c'était tout un truc où la petite fille, elle se faisait à moitié... pas manipulée, mais il y avait un truc où elle savait pas vraiment ce qu'elle faisait et tout ça. Bon, du coup, au final, c'était pas vrai ce qu'elle disait. Mais c'est vrai aussi, ça m'avait beaucoup dérangé, encore plus parce que c'était une enfant. Et il y a toujours ce côté avec les enfants de dire mais ça vient de son imagination, elle sait pas ce qu'elle dit et tout ça. Bon, au final, dans La Chasse, il la croyait. Par contre, pour le coup, sa parole n'avait pas été remise en question. Mais c'est vrai que le propos justement de on sait pas qui croire parce que même si tu la crois, ça se trouve au final elle dit pas la vérité. C'est vrai que voilà, c'est pas ouf, on va dire. Moi j'aimerais rebondir dessus parce que alors déjà l'histoire elle est vraiment bizarre. On avait dit la semaine dernière que c'était un récit de vengeance et c'est vraiment ça. Enfin même s'il a des défauts, ces défauts ils sont juste justifié parce qu'il est angoissé, il est anxieux. Ah ok, d'accord. Et ok. Et du coup, on le remet jamais en question finalement, son comportement. Même à travers, je trouve en tant que spectateur, même s'il a fait des erreurs, comment il se comportait avec les élèves, comment il a fait du favoritisme, c'est un peu montré. Voilà, il est différent, il est pas comme les autres profs que les élèves ils détestent. Ce prof-là, il est sympa, il les emmène au kebab. C'est montrer comment le système éducatif il est mauvais et que ce prof-là, il est génial, quoi. Et même lui, il dit mais moi je veux être comme ces profs qui changent les choses. Non, arrête. Et le pire aussi, moi ce que j'ai trouvé, j'avais voulu crier carrément devant l'écran, c'est le moment où la CPE elle lui lit la lettre des accusations d'harcèlement et toutes les choses qui sont écrites, elles se sont passées. Et le prof il dit mais non, mais c'est pas du tout comme ça. Voilà, elle a pas compris. Mais je trouve il s'est jamais dit c'est bizarre qu'elle ait peur de moi comme ça. Vraiment, il n'y a pas de remise en question du tout du personnage. De se dire, mais c'est vrai que ça peut être intimidant pour une petite fille que son prof qui a 20 ans de plus qu'elle lui dise « Oh, dis donc, tu es très jolie aujourd'hui devant toute la classe. » Et qu'il la regarde souvent. Cette peur, elle est compréhensible. Et jamais on se met du côté de la petite fille. En plus, elle est montrée comme une personne agaçante qui refuse de parler, elle fait tout le temps la moue, et vraiment, elle est montrée pour que tu la détestes. Moi, je trouve que elle est jamais mise en valeur, et voilà, c'est une petite capricieuse. Et le film, il a presque un propos dangereux. Il aurait pu être génial, il aborde des sujets qui sont hyper intéressants maintenant, genre le système éducatif, la nouvelle génération, les collégiens, et le rapport au sexe et au porno qui est un peu montré pendant le film. Mais il va jamais plus loin. Pour moi, tout le film, il fait le ouin-ouin. Il est en mode... Les gens, ils sont trop méchants avec moi, ils m'ont pas compris. C'est un ouin-ouin. Et moi, j'ai pas du tout aimé. Ouais, moi, je suis assez d'accord. J'ai vraiment pas mal de problèmes avec le film. Et notamment qu'il est très mal écrit. Je t'ai vu faire une tête, Clémence, sur l'histoire du kebab. C'est encore pire que ce que tu crois. Parce que donc il emmène ses élèves au kebab, déjà ça n'a aucun sens. Et en gros, donc quand le scandale éclate... Il amène, juste pour préciser que c'est pour ceux qu'on va avec lui, il amène ses élèves qui ont des bonnes notes au kebab. C'est encore pire. Et pour lui, c'est bien, il dit que ça va motiver les autres à mieux travailler, enfin bref. Et quand le scandale éclate, donc c'est découvert par tout le monde, donc ça rend la scène en plus complètement débile, parce que pour moi,
tu fais une sortie, enfin, on va dire c'est une sortie avec tes élèves, ta hiérarchie est obligée d'être informée, tu dois avoir l'autorisation, tu fais signer des autorisations aux parents, tu peux pas faire ça, tu peux pas aller manger n'importe où comme ça avec tes élèves. Donc déjà ça m'a sorti du film. Et globalement, ouais, c'est mal écrit et c'est surtout écrit de son point de vue, c'est du ouin-ouin, c'est que lui. Donc les autres personnages, notamment Leslie, la fille en question, il n'y a rien sur elle, elle a 4 phrases dans le film. Et donc c'est que lui, c'est que ses mauvaises aventures, c'est lui contre le monde. Après c'est la vraie histoire entre guillemets du réalisateur, enfin, c'est quelque chose qui lui est arrivé. Donc j'imagine que ça lui tenait à cœur peut-être de raconter ça, de raconter ce qu'il a vécu, donc en réécrivant un scénario évidemment, mais là quand tu vois le film, avec tout ça en plus dans ce contexte, avec le fait qu'il va pas du tout au bout de chaque idée qui est lancée dans le film, il va jamais au bout, que ce soit sur le harcèlement, enfin que ce soit les fausses idées, les fausses accusations ou le vrai harcèlement qui peut arriver, parce que clairement Leslie est une élève perturbée, enfin qui a des problèmes, notamment sur sa famille, son frère qui est violent et tout. On n'a jamais de suite à ça. Sur l'établissement qui à la fois essaye d'étouffer. Le directeur, c'est sa première pensée, c'est on va pas de vague entre guillemets, on va pas en parler, on va faire en sorte que ça se sache pas, machin. Ouais, mais du coup, à la fin, la fin est complètement nulle. La fin, moi, je pensais qu'il y a eu un problème technique dans le cinéma au revoir. Non, c'est la vraie fin. Et du coup, le film n'a répondu à rien. Le film te laisse en plan. Et donc, tu disais que du coup, toi, en tant que femme, tu sais, ton point de vue est certain, tu n'irais pas remettre en question la parole d'une victime. Mais quelqu'un je me dis qu'il va voir ce film, qui a déjà des a priori, des préjugés, mais il en ressort, pour moi, ça appuie des mauvaises pensées qui peuvent y avoir, surtout dans ce contexte. Oui, mais moi justement, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Moi, je suis pas forcément d'accord après avec juste l'avis vraiment sur le film en tant que tel. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon film, mais après, ça, c'est un avis personnel. Moi, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien et qu'on arrivait plutôt bien à se mettre à sa place. Et je me suis pas ennuyée, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un bon rythme et tout ça. Mais après, je suis complètement d'accord avec l'aspect potentiellement problématique du film. Comme tu dis justement, que ça pourrait faire peut-être changer d'avis certaines personnes, ou justement qui se disent « Ah bah vous voyez, des fois, il y en a qui mentent ». Mais ça, oui, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, c'est juste que sur le moment, le film, moi, j'ai passé un bon moment en le regardant, je l'ai trouvé chouette, mais après, je suis d'accord que il n'aurait pu ne pas exister, ça aurait été tout aussi bien aussi, quoi. Mais après, là, c'est là où, après ça a été un petit peu dit, mais c'est là où formellement le film pose des questions assez intéressantes. Enfin, nous poser des questions assez intéressantes. C'est qu'effectivement, le film a une efficacité. Il est aussi mis en scène comme un thriller, avec un point de vue unique, et il maintient une tension un peu, les potards un peu haut pendant tout le film, ce qui fait que voilà. Mais est-ce que ça en fait un bon film ? C'est en ça où, moi c'est pareil, je me suis pas fait chier pendant le film. Pendant le film, je me fais pas chier, je me dis c'est quand même chaud là, et c'est qu'à la réflexion, je me dis non, c'est pas possible quoi. Ça, c'est un film qui a une certaine talent, on va dire, en termes d'efficacité, mais qui n'est pas un bon film parce qu'il n'a aucune justesse quoi, dans ce qu'il représente. Quoi. Je pense que c'est assez... pour ça, c'est aussi important aussi d'en parler en termes de mise en scène, essayer de déceler là où ça va pas, et vous l'avez un peu fait, sur ces problèmes de point de vue unique, de personnages qui ont le droit d'être des personnages et d'autres qui sont juste des utilités dans un scénario. C'est hyper important, parce que c'est des films qui, au contraire, en plus, fonctionnent, parce que, en termes de spectacle, ils font le job, quoi. Anecdote rigolote. J'ai été à la place de cette jeune fille, Leslie, sauf que moi, j'ai pas fait de fausses accusations ou quoi, mais j'ai été à sa place quand il y avait des profs qui disaient que j'étais jolie aujourd'hui, j'avais un joli pantalon aujourd'hui, oh bah j'avais l'air un peu triste aujourd'hui. Et s'entendre dire ça par des vieux types hein, pour le coup, des vieux types dégueux, c'est... Bah ouais,
ça fait se sentir très mal, quoi, parce qu'après tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce que je suis censée répondre et tout ça. Donc ouais, voilà, aborder peut-être laisser le droit à la jeune fille d'être un personnage, un vrai personnage avec ses traumas, ses problèmes, ses émotions, ça aurait été pas mal. Voilà. En fait, c'est ça, parce que le film, il a voulu dire que, globalement, comment il est construit, que ce que pense Leslie et ses accusations, c'est n'importe quoi. Mais même là, le film se rate, parce que oui, en effet, ça peut, pour une élève qui a l'air d'être assez réservée, timide et tout, pour n'importe qui d'ailleurs, ça pourrait être mal interprété ou mal vécu, après, avec en plus la classe des fois qui envenime les choses. Ouais, il y a des, à aucun moment, ouais, le personnage, lui, ne se remet pas en question, et le film essaye de te dire que c'est lui qui a raison et que il est faussement accusé. Mais ouais, il se casse la gueule sur ça, parce que si tu réfléchis bien, il est insupportable, de pas, même quand il lit la lettre, quand il est en face à face avec elle, à aucun moment il s'excuse, je crois. Je crois pas qu'il y a même d'excuses ou un semblant. Et puis après, oui, globalement, ça a été dit sur son comportement avec son copain, où après c'est excusé où il chiale 2 secondes et s'est excusé. Ce personnage-là, ouais, ne m'a vraiment pas du tout plu ou intéressé. En tout cas, je trouve ça très intéressant ce que vous dites. Et en vrai, ça me fait quand même changer mon avis par rapport au film. Parce que c'est vrai que c'est des choses que j'avais pas forcément sur le moment... je l'avais pas forcément remarqué, parce que tu vois, genre moi, en vrai, j'ai trouvé justement, comme disait Antonin, que le film, il fonctionnait bien. Et tout ça, et je trouvais quand même ça intéressant, justement, le côté... Tu t'es fait avoir. Justement, tu vois, je trouvais ça intéressant, le côté où on pouvait vraiment se mettre à sa place et tout ça, et un peu ressentir ce qu'il ressentait. Mais c'est vrai que c'est une perspective que j'avais pas du tout pris en compte, justement, tout ça, par rapport à Leslie, justement, qui est vachement évincée. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais pensé au fait que justement que le film pouvait être problématique par rapport au fait justement que ça montre un peu qu'on peut remettre en cause la légitimité d'une personne en disant potentiellement elle ment, mais j'avais pas pensé non plus au fait que même des jeunes filles peut-être pouvaient se représenter en fait dans le cas de Leslie, peut-être en regardant le film, ou peut-être pas que des jeunes filles, juste des femmes en fait, et que justement peut-être qu'elles se disent c'est que si je me sens mal par rapport au même comportement, c'est que j'ai pas à me sentir mal par rapport à ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais pas réfléchi, mais du coup c'est bien, c'est intéressant parce que ça me fait changer mon avis et j'aime beaucoup moins le film maintenant. Moi, je suis pas sûr d'être d'accord avec le truc, en tout cas sur la dangerosité du film, ou je sais pas quoi, sur quelqu'un regarde, est-ce qu'un enfant va le regarder, ça va pas lui donner envie de témoigner, ou je sais pas quoi, ça, je suis pas sûr que ça soit un terrain sur lequel j'ai envie d'aller, puis je suis pas sûr de ce truc-là, mais le film me paraît dangereux parce que c'est juste pas un très bon film pour moi. C'est qu'en fait, il y a un film il y a un problème de regard, quoi, de justesse de regard là-dessus. Et on en avait parlé un petit peu lors du précédent atelier suite à la projection. Et du coup, il y a un truc qui m'est revenu après, c'est qu'il y a un autre film sur un sujet relativement similaire et qui est Entre les murs de Laurent Cantet. Alors peut-être que vous l'avez pas vu ce film. C'est un film qui a eu la Palme d'Or quand même, mais en fait qui raconte vraiment quasiment la même chose, quoi, hein, où c'est adapté du bouquin de François Bégodeau. C'est François Bégodeau qui joue le rôle du prof, et l'enjeu du film, c'est un moment Bégodeau qui dit à une élève t'as une attitude de pétasse, et en fait tout ça se monte en boule et tout ça, et puis les élèves font une cabale contre le prof en lui disant mais il m'a traité de pétasse, quoi. Et c'est un film qui réfléchit typiquement ce que Pattevag ne réfléchit pas, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est dans une classe, qu'il y a un professeur, il a un statut particulier, et il y a une frontière qui doit être dressée entre lui et ses élèves, et le fait que ce professeur-là, que le film il y a un point aveugle, c'est qu'il ne réfléchit pas ça au point qu'on puisse complètement passer à côté, que oui, il y a quand même une grosse faute professionnelle, que le professeur ramène
le ramène chez ses élèves au kebab, puisse rentrer dans une intimité comme ça avec eux, c'est que lui-même a un problème, parce qu'il n'arrive pas à se mettre dans son rôle de professeur en face de ses élèves. Et chose que fait très très bien Entre les murs. Enfin, c'est un film que j'ai pas vu depuis sa sortie, mais je me rappelle que c'était très très fort là-dessus. Et ça dit cette chose-là, qui est ce jeu social-là du rôle de professeur. Il est fait aussi pour éviter toute ambiguïté possible de rapport d'intimité, chose que là, Leslie, moi j'avançais l'hypothèse que peut-être, ça se passait là parce que peut-être que la Leslie, elle pouvait tomber amoureuse de son professeur et que voilà, et qu'il y avait un truc comme ça, mais aussi si elle peut faire ça, si elle se sent légitime à ça, c'est que le professeur, à un moment, il a laissé une brèche ouverte en disant voilà, il a quitté son rôle, quoi. Et je pense que le film ne réfléchit pas à ça du tout, quoi. C'est assez. Autre chose à rajouter? Oui, je pensais effectivement à Entre les murs aussi en entendant les gens parler, parce que j'ai pas vu Pas de vague, mais oui, Entre les murs a l'intérêt vraiment d'avoir à la fois le point de vue du professeur, mais aussi des élèves, et de vraiment avoir une dimension de compréhension de tous les aspects. Donc à la fois de comment est-ce que le professeur a pu arriver à traiter une élève de pétasse, mais aussi de pourquoi est-ce que c'est un peu problématique quand même. Et donc j'ai l'impression que c'est ça un peu qui manque à Pas de vague, l'aspect de réfléchir, comme tu l'as dit, sur le truc, et d'adapter les points de vue des autres, ce qui n'est pas nécessairement au détriment du point de vue aussi du professeur. Les deux peuvent être totalement compatibles. Disons que dans mes souvenirs, en tout cas, Entre les murs, tu ressors du film avec des questions. Alors que dans Pas de vague, à la limite, tu ressors avec une émotion de profonde injustice contre François Civil, qui a quand même beaucoup souffert. Voilà. Alors que Bégodeau, dans le film, le personnage de Bégodeau, et c'est aussi tiré de sa propre expérience, on ressort en se disant le mec il a fait une faute, et voilà, mais en même temps est-ce qu'il mérite ce châtiment qui lui arrive? Mais il y a plein de complexités, quoi. La complexité de la situation donnée, elle est respectée, quoi. Elle n'est pas digérée dans une sorte de spectacle un peu facile comme ça. Oui, et puis dans Entre les murs, il y a aussi l'idée de l'école comme structure, et l'idée que même si tu es un prof bien intentionné qui veut bien faire, à un moment donné il y a les structures et tu risques de te retrouver à faire n'importe quoi quand même. Parce que j'ai l'impression que Pas de vague n'a pas conscience de ça. Ah mais oui. Mais même comment ils ont représenté le corps enseignant. Enfin, c'est déjà il y a une prof qui est tout le temps avec le personnage de François Civil en mode t'inquiète pas, je suis avec toi. Et à un moment, ils rentrent ensemble et elle lui prend la main comme ça, en disant « Oh, ta main, elle est douce ». Enfin, un comportement hyper bizarre entre collègues déjà. Surtout que lui, il est accusé de harcèlement vers une... Même si les profs ne croient pas l'élève, c'est quand même étrange de faire ça. Ensuite, après, ils vont apprendre que justement François Civil est gay et est en couple avec un homme. Et là, pareil, la réponse du corps enseignant, elle est hyper bizarre. Cette prof qui l'a à moitié draguée tout à l'heure, elle sort de la salle en claquant la porte et elle le gronde à moitié de pas s'être exprimé avant, de pas avoir fait de pas avoir dit qu'il était homosexuel, en disant mais c'est quoi, c'est quoi ça, t'aimes plaire, t'aimes bien qu'on te drague. Le comportement de tous les profs est vraiment. Il est sorti d'Hollywood, quoi. Ils ont vraiment dit on va faire du cinéma jusqu'au bout. Et ouais, moi, je le trouvais vraiment bizarre. Même il y a un moment où, justement, vu que François Civil est censé être un prof assez différent des autres, qui n'a pas la même méthode pédagogique, il passe tout son temps avec les élèves et il veut créer un lien avec eux. Et le reste des profs, ils le grondent à moitié. Une espèce de jalousie en mode mais on veut pas que... comme s'ils étaient jaloux du fait que les élèves l'appréciaient plus. Et ils lui disent ouais, mais en fait, on ne te connaît pas du tout, t'es jamais avec nous, t'es tout le temps avec tes élèves. Les relations entre tous les personnages, elles sont étranges. Elles sont... elles sont vraiment vues que d'un seul regard. J'ai l'impression que le mec, il a écrit son histoire... il était hyper frustré et il a dit là, je vais tout raconter, j'en ai marre qu'on me comprenne pas. Si c'était relu peut-être 2-3 fois, je pense que le film, il aurait été un peu mieux. Surtout que c'est ça qui est dommage. Moi,
moi, je suis rentrée dans la salle en me disant ça va être nul. Et au début du film, je me suis dit mais en fait, ça pourrait être bien. Enfin, il parle quand même de plein de sujets intéressants, notamment des collèges de banlieue, du système éducatif et comment c'est toute une pyramide. Et c'est quoi la relation que tu as entre un prof et une élève? Ça aurait pu être intéressant de remettre ces choses-là. Pourquoi elle a peur, cette élève-là? Mais jamais il le fait. Enfin, je me répète, j'ai dit ça tout à l'heure, la semaine dernière. Mais voilà, ça m'a un peu dégoûtée. Enfin, vraiment, j'étais déçue. Et en plus, le pire, c'est que le film, il est super bien construit. Vu que c'est un thriller et que t'es tout le temps... tu fais limite une crise d'asthme parce que t'as envie de savoir. Et ça va super vite. Tu vois pas le temps passer. Il aurait pu faire un truc génial. Mais il a refusé. Et voilà, j'ai rien à redire. Eh ben, c'est que de réactions à chaud sur ce film. Je trouvais tout ça très pertinent pour le coup. Mais du coup, on va devoir enchaîner et on va passer donc à un film intitulé Le mal n'existe pas, donc le nouveau film de Ryusuke Hamaguchi, si je ne me trompe pas. Du coup, c'est moi qui l'ai vu. Du coup, le film, il se passe dans un petit village à côté de Tokyo où je vais le mettre comme ça, c'est mieux. Où une agence de communication vient un peu expliquer comment ils vont implanter du glamping. C'est genre du camping glamour. Et voilà, c'est une espèce de rencontre entre deux citadins et le reste du village. Et t'as vraiment une différence déjà entre comment les deux ils sont montrés. Enfin, je trouve que les deux citadins, déjà au niveau des vêtements, il y avait un truc où je les trouvais vachement différents de ceux qui vivent à la campagne et de comment ils se comportaient. Et tous ceux qui viennent de la campagne, déjà le réalisateur il montre beaucoup de paysages pendant tout le film. Et il y a un rapport à la nature. Enfin, ça va être du coup toute une histoire de ce camping qui va être dangereux pour la vie. Parce que, alors pour 3 raisons. Déjà, ils vont mettre une fosse septique qui va aller dans la rivière. Du coup, ça veut dire que les 6000 habitants, ils vont boire la pisse de 70 bourgeois. Enfin, sympa. Aussi, ça attaque... c'est sur le chemin des cerfs. Et leurs forêts, elles sont vraiment... elles sont précieuses. Et il y a un autre point... Donc je vous laisserai découvrir pendant le film aussi, parce que je vais tout raconter sinon. Et, du coup, je raconte pas tellement l'histoire en fait. Ça va être la relation entre les deux citadins de l'agence de communication et l'espèce d'homme à tout faire du village, avec une espèce de discussion entre eux pour qu'il y ait un camping, mais en même temps que les villageois ils soient d'accord avec ça. Et du coup, j'avais écouté un podcast. C'est un des films, c'est le film le plus politique pour l'instant réalisé par Ryusuke Hamaguchi, parce qu'il y a quand même une vraie critique du capitalisme et de la destruction des jolis espaces du Japon. Un peu aussi une critique du tourisme qui détruit tout en fait sur son passage, avec à côté justement des villageois qui vivent avec l'eau de la rivière. Les enfants, ils courent dans la forêt. Et c'est quand même un chouette film. Il te pose pas mal de questions pendant toute la durée. Mais il est quand même vachement vide. Il y a plein de moments où ça fait... Ça monte, et puis ça descend. Et puis ça monte, et puis ça descend. Du coup, je trouve que c'est quand même compliqué de rentrer... dans cette histoire. Après, moi, j'en ai vu aucun du réalisateur, si ce n'est celui-là. Peut-être qu'il le fait à chaque fois. Mais c'était ma seule remarque. Je trouve qu'il y a tellement... Il montre tellement les paysages. Le film est super beau.
mais qu'au bout d'un moment, t'es juste là en mode ah, je pourrais partir au Japon. Ah, ça coûte combien un billet au Japon? Et tu pars dans tes pensées, en fait, t'arrives pas à suivre l'histoire. Même s'il y a vraiment une belle morale, les scènes où il y a une discussion, c'est pas une discussion, c'est vraiment un débat entre les villageois qui expliquent que le projet il est nul et qui montrent que le projet il est nul, et les deux agents de communication qui disent ah, bah oui, désolé, mais on sait pas, on verra avec le patron. Ah, non, mais désolé. Ils sortent plein d'arguments. Et les agents de communication, c'est vraiment des pantins. Du coup, c'est une belle critique du capitalisme. Ça, c'était sympa. Alors moi, je pourrais pas rebondir sur ce que tu dis, parce que de toute façon, j'ai pas vu le film, mais ceci dit, voilà le côté un petit peu très relâché que tu peux ressentir par rapport à une intrigue. Pareil, on pourrait se dire avec une intrigue comme ça, voilà, mis entre les mains de n'importe qui, ça pourrait être un thriller américain, pareil, avec voilà, des communicants d'une grosse boîte qui arrivent dans une campagne, et puis un valeureux écologiste qui va combattre ces types-là. Enfin, bon, voilà, on imagine très bien un scénario se dérouler, et pour assez mal connaître le cinéma d'Hamaguchi, mais un tout petit peu, on sait très bien que ça sera pas forcément ça, parce qu'en général, c'est du cinéma qui est plutôt plus proche d'ailleurs de celui de Rodrigo Moreno, dont on a parlé des Los Delinquentes tout à l'heure, en termes de liberté narrative, de jamais prendre un problème de face, mais toujours de biais, et puis toujours un petit peu aller chercher des zones de flou, et aller filmer plutôt de l'invisible que du visible. Et donc, oui, effectivement, je pense que si on recherche même ne serait-ce que même un message chez lui, ça va être compliqué, parce qu'en général, il y en a un paquet. Et oui, c'est vrai, des messages, on a cachés partout dans le film, que ce soit sur le deuil, sur la parentalité, sur comment on construit une société, c'est quoi le rapport à la nature. Et en fait, tout ça, c'est dit dans le titre, avec Le mal n'existe pas, qui pose la question pendant tout le film, mais en fait, c'est qui est mauvais? C'est les villageois qui défendent la forêt, c'est les agents de com qui ont un boulot, en fait. Ils le disent, ils aiment faire ça, mais là, c'est bizarre. C'est le patron qui veut plein d'argent. Et il y a quand même on parle un peu... je trouve que chaque personnage, qu'il soit secondaire ou pas, il a le droit à une petite histoire, il a le droit à une vraie construction. Et ça, c'était vraiment intéressant de pouvoir avoir plein de points de vue. Et la fin, alors moi, j'ai pas encore compris la fin, mais je pense que c'est trop frais, il va me falloir 3 semaines de réflexion pour comprendre. Mais elle te prend de court, et justement, tu te dis, mais il porte vraiment bien son nom. Parce que c'est quoi qui est mauvais, en fait, dans cette histoire? Parce qu'au final, un glamping, c'est bien, ça va apporter des touristes. Puis c'est un petit village, c'est mignon. Les touristes, ils vont pouvoir découvrir... c'est dit dans la bande-annonce, à un moment, il y a celle de l'agent de com qui dit mais c'est chouette s'ils voient des cerfs, les citadins. Bah ouais, en vrai, c'est sympa quand même. Et puis voilà, il faut pas qu'ils gardent leur forêt que pour eux, au final. Faut partager. Et du coup, c'est vraiment plein de questions en sortant de la salle. Et le cerveau, il est encore plus gros qu'un autre. Hamaguchi, c'est le cinéma des gros cerveaux. Voilà. On va passer à un autre grand réalisateur, enfin la moitié d'un grand réalisateur, avec Ethan Cohen et son film Drive Away Dolls, donc un road trip psychédélique, course-poursuite, lesbien, un peu tout ça. Enfin voilà, c'est un frère Cohen, quoi. Donc vous en doutiez. Bah oui, Drive Away Dolls, c'est un frère Cohen, à moitié du coup, aussi bien sur le nombre de réalisateurs que sur le film. Je l'ai vu hier soir, je me souviens pas de grand chose, c'est le problème, et c'est pas un film particulièrement marquant, contrairement justement au précédent film Cohen qui marque quand même sur plusieurs années. Je sais que Fargo, par exemple, ou No Country for Old Men, il reste, et celui-là, il va rapidement être oubliable. Donc, c'est l'aventure de femmes lesbiennes, justement, qui décident de partir à Tallahassee, en Floride, pour aller étudier les oiseaux. Elles n'ont pas d'argent, donc elles décident de partir avec un convoyage, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est prendre une voiture à un endroit et la déposer à un autre endroit.
on gagne de l'argent en faisant ça, quoi. Et ça va partir d'un quiproquo où justement donc une mallette a été déposée dans une voiture qui doit aller jusqu'à Tallahassee, et le convoyeur va leur passer justement cette voiture en pensant que c'était elle qui devait les convoyer. Auparavant, il y a justement le patron des méchants qui appelle, qui dit « Ah, j'ai besoin que ma voiture aille jusqu'à Tallahassee. » Des gens vont arriver pour prendre la voiture. Et là, puis à ce moment-là, au moment où il raccroche, les deux filles entrent et font « Bonjour, on voudrait une voiture pour aller à Tallahassee. » Il fait « Ah, super. » Bref. C'est censé nous représenter un road trip, et en fait, je trouve justement que les frères Coen ont déjà fait un road trip, c'était O Brother, et c'est pas un aussi bon road trip justement que O Brother. Ça reste assez flou en fait dans ma tête, c'est terrible, je sais pas comment vraiment bien justifier et argumenter mes propos parce que j'ai plus du tout de souvenir du film. C'est vraiment compliqué. Le film passe très vite, il fait 1h24. Il y a quelques passages intéressants, mais oui, je vais avoir besoin de soutien. C'était un appel au secours, là, c'est ça? C'était un appel au secours. J'étais en train de faire du morse sur la table. Mais moi, après, j'ai peur d'être hyper violent contre ce film. Parce que moi, je peux avoir qu'une violence contre ce film à la hauteur de l'amour que j'ai pour les Coen, quoi. C'est vraiment des cinéastes que j'adore, hein, qui ont été hyper importants pour moi. Donc, j'ai vu les films. Enfin, je ne suis pas exactement contemporain, parce que je ne suis pas si vieux que ça, mais en tout cas, ces films, Fargo ou Big Lebowski, c'est des films que j'ai vus adolescent, donc moi forcément, c'est hyper important. Mais quand moi je vois Drive Away Dolls, c'est clair que c'est rare qu'il y ait des films qui me fassent ça, mais moi je le regarde, je suis recroquevillé sur mon fauteuil parce que j'ai honte, en fait, pour le film, quoi. C'est comme s'il y a ton oncle que t'adores et qui a une maladie dégénérative et qui fait n'importe quoi et t'as honte pour lui, quoi. Mais en fait c'est assez chaud parce qu'on dirait que c'est une parodie d'un film des frères Coen, quoi. Et en fait c'est assez moi j'ai trouvé ça gênant à plein d'endroits, et en fait c'est assez taré parce que il y a des cinéastes qui sont hyper importants comme ça dans l'histoire des formes. Et dans ces années-là, les frères Coen, c'est primordial. C'est des gens qui font partie d'un courant avec aussi Tarantino qui ont réinventé un mode de cinéma, qui ont créé un nouveau type de spectateur, c'est-à-dire des spectateurs, on va dire, c'était du cinéma postmoderne. Donc ils savaient qu'ils s'adressaient à des spectateurs qui connaissaient les règles du jeu. Enfin, ils connaissaient les films, ils avaient vu des films. Donc, à partir du moment où tu as conscience que ton spectateur connaît les films, tu peux jouer avec lui plus facilement, tu peux détourner ses attentes. Les frères Coen, ils font beaucoup ça. Ils vont créer le Big Lebowski, si vous l'avez en tête. Voilà, ce pourquoi ça marche, c'est parce qu'on se dit, bah voilà, les gens connaissent très très bien ce que c'est un film policier, une enquête. Et si on met quelqu'un qui est en robe de chambre, en peignoir, avec un gros glandu à la place d'Humphrey Bogart, eh ben voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, le décalage, il fonctionne parce que le spectateur, lui, il a conscience de ce que c'est un film noir, et c'est le décalage entre la situation qui sont là, des situations d'enquête, et puis le personnage qui est un petit peu décalé, qui va créer un truc. Il y a ça, Tarantino a pu faire des choses pareilles. Mais en fait, moi je dis toujours, on reconnaît les génies à leurs enfants dégénérés. Et quand Tarantino et les films des frères Coen ont commencé à bien marcher comme ça, il y a eu plein d'enfants dégénérés. Il y a eu plein dans les années 90 de films post-Tarantino, post-Coen. Le pire avatar, c'est Guy Ritchie, qui est apparu dans ces années-là aussi, qui sont c'est pour moi des avatars dégénérés de Coen ou Tarantino. Et c'est des gens qui ont retenu que la surface de ces films-là, c'est-à-dire un côté très pop, c'est forcément un côté très pop, c'est-à-dire que ça manipule beaucoup de références culturelles, ça manipule beaucoup de tout ce qui est des archétypes, beaucoup d'icônes de la pop culture. Là, il y en a plein. Voilà, ça va vite. Il y a de la musique, il y a de la bande son qui est en général souvent de la bande son un peu comment on dit jukebox, quoi, avec beaucoup de morceaux bien. Il y avait beaucoup de films comme ça dans les années 90 qui étaient épouvantables, et là tu as l'impression d'en voir un, c'est encore plus terrible, on dirait un enfant dégénéré d'un frère Coen des années 90, mais sauf que là ça sort en 2024 et tu dis c'est pas possible, le film il est hyper daté. Enfin, je sais pas si toi tu as ressenti ça en le voyant, mais moi quand j'ai vu le film je me suis dit c'est incroyablement ringard, mais dans le sens où j'avais l'impression que le film il datait d'il y a 30 ans, où il était, genre je pense aux séquences en animation, tu vois, ouais, avec la fausse pellicule, l'effet psychédélique. L'effet psychédélique, tu te dis mais comment on peut faire ça? On sait pas d'où ils sortent en plus. Il sait pas d'où ça sort. Ça peut ressembler à peu près, si on met ça en perspective avec les films des frères Coen, avec quelques séquences psychédéliques de Big Lebowski éventuellement,
qui ont pareil des images de synthèse un peu balbutiantes et tout ça. Là, on a l'impression de retrouver les mêmes, sauf que les effets spéciaux ont un peu gagné en photoréalisme depuis. Donc tu dis quand même c'est un peu chaud. Et même sur un truc où moi je me dis mais j'étais gêné même pendant la représentation des femmes lesbiennes, quoi. J'étais gêné pendant tout le film. Je me dis qu'est-ce que c'est que cette vision-là? Oui, mais les personnages sont caricaturaux. C'est assez costaud. Et c'est alors encore une fois, je suis pas spécialiste. La scénariste, c'est la femme de Ethan Cohen. Bon, ils sont en couple libre et tout ça. Elle-même est bisexuelle du coup. Et c'est elle qui a coécrit le film. Mais moi, quand je vois le film, je me dis, mais c'est quand même l'histoire de deux lesbiennes qui se retrouvent toutes contentes parce que dans leur valise, il y a une boîte remplie de godemichés. Donc tu dis, mais de personnalité, c'est pas n'importe quelle. Mais quand même, en fait, elles sont en train de penser genre à la bite tout le temps. Tu dis, mais c'est quoi cette vision du truc, quoi? C'est chaud, quoi. Et j'étais gêné, mais intégralement pendant tout le film, quoi. Mais vraiment en me disant, mais même cette vision-là d'un road movie lesbien, elle datait vraiment des années 90, que c'était vraiment la vision d'un mec qui s'imagine un road movie lesbien. Tu te dis, c'est pas possible, en 2024, c'est pas possible qu'un truc là, comme ça, il sorte, quoi. Donc ouais, et moi, il y a un truc qui me fascine dans les films de Frères Cohen, c'est que souvent, il y a ce truc de décalage qu'on retrouve dans tous les films. Justement, il y a un archétype un peu... un archétype, que ce soit un cow-boy, un enquêteur et tout ça, et puis la réalité est toujours un petit peu en dessous chez les films de Frères Cohen. Le comique et le tragique vient de là, c'est qu'ils sont jamais à la hauteur de l'archétype cinématographique auquel ils se réfèrent. Et là je me suis dit, est-ce que j'essayais de retrouver ça dans le film, et je me dis mais en fait c'est quoi, c'est que c'est juste c'est parce qu'elles sont lesbiennes qu'elles n'obéissent pas complètement à l'archétype qui serait les hors-la-loi en cavale ou je sais pas quoi. Je dis même ça, je me dis c'est pas possible, quoi. Ça fait. Ça serait l'aspect foufou. Ouais. Mais c'est. Ah oui, il y a rien qui va, je trouve. Rien. Même les plans de transition, j'ai eu du mal. Ah, c'était très. Tout est. Kitsch, ouais, des plans de transition, qui. Vas-y, dis ce que c'est, mais c'est vrai que c'est pas rien, tu dis. C'est ce qu'on fait quand on commence le logiciel de montage. On se dit, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, ça fait quoi? C'est, je sais pas, l'effet pont-levis. Et puis, bam, t'as une image qui remplace une autre en tombant. Mais heureusement, bon là, il y a un peu plus de budget, donc il y a un bruit en plus, ça fait pong. Et on change. Mais c'est terrible. C'est vrai qu'en y repensant, c'est exactement ce que tu dis. Et puis, en 15 minutes, on t'en montre déjà 3 et là tu fais waouh. Ouais, c'est parti. Faut se mettre à fond. C'est vrai, moi j'ai l'impression à un moment que c'était une blague. Je me suis même posé la question. Je me dis c'est un attentat. Oui, c'est ça. Mais parce que c'est comme tu l'as dit, on dirait c'est comme quand tu achètes After Effects mais la version d'essai et qu'ils te vendent des transitions débilos. Entre deux plans, quoi, au lieu de faire une coupe franche, voilà, c'est pas possible, quoi. Et les effets spéciaux sont du même acabit, ouais. Alors, à vous entendre, déjà ça a l'air atroce, je suis navré pour vous, mais on dirait presque que les Cohen, que le Cohen en l'occurrence, se dit bon, qu'est-ce qui marchait bien quand je faisais des bons films, qu'est-ce qui marche bien maintenant? Oh du coup on va faire ça, et du coup ça devient un peu une caricature de lui-même, de ce qu'il a pu faire dans le passé avec son frangin. Et en plus des lesbiennes, mais pourquoi? Parce que c'est la mode, les LGBT en ce moment. Non, du coup on va mettre des lesbiennes, mais connard, quoi, vraiment. Enfin bon, mais du coup merci, je perdrai pas mon temps devant ça. Mais ceci dit, c'est réellement un scénario qui a été écrit dans les années 90. Après, je me suis quand même un peu renseigné, et qui a été écrit par Tricia Cook, donc sa femme, à Ethan Cohen, et Ethan Cohen lui-même dans les années 90, et qui a été remisé dans un tiroir, comme beaucoup de projets de cinéastes, quoi. Mais encore une fois, voilà, écrit par en plus quelqu'un d'au courant, parce qu'elle est vraiment militante LGBT depuis ses débuts, depuis ses 20 ans, et c'est quelqu'un qui en a 60. Voilà. Encore une fois, heureusement qu'il y a ça pour donner un peu de légitimité, mais moi, quand je regarde les films, je me dis, c'est tout sans, exactement comme tu viens de dire, c'est-à-dire un truc purement opportuniste. C'est assez fou. Et en plus, ça marche pas. Ouais, ça marche difficilement. Il n'y a que le dernier plan à la fin avec le groom que j'ai bien aimé.
où il regarde juste le sac et il regarde l'objectif, quoi. Ça faisait penser à la balade de Buster Scruggs, justement, où il y a un échange avec l'acteur. Même on retrouvait pas les acteurs qu'il y a pu avoir dans d'autres films où moi je sais que ça m'a un peu perturbé. On voyait Matt Damon ou Pedro Pascal qui apparaissaient. Tu sais pas pourquoi ils sont là, on les voit, on est bonjour, mais oui, non, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ouais, et même ça fait un petit peu. Parce qu'à un moment, les frères Coen, c'était un peu comme les Wes Anderson aujourd'hui, c'est-à-dire t'es un acteur américain, il faut te faire Wes Andersonisé, c'est-à-dire il faut passer chez lui, quoi. Et les films des frères Coen, il y avait ça à un moment, quoi. Donc t'avais quand même les grandes stars qui passaient chez lui. Mais en général, quand Brad Pitt il passe chez les films des frères Coen, même si c'est sur un Coen mineur dans Burn After Reading, Brad Pitt il est incroyable dedans, incroyable. C'est une performance de fou, il est hyper drôle, quoi. Là, Matt Damon, c'est décevant. Enfin, il arrive, il fait rien de spécial. Mais il est beau sur l'affiche. Oui, tout à fait. Ses enfants sont magnifiques. Ça, c'est beaucoup. C'est son meilleur plan, quand il ne bouge pas. Mais Pedro Pascal, pareil, ça sert à rien. C'est assez navrant. Ouais. Oui, même le jeu, ça sert à rien. Ça sert pas du tout. Ouais. C'est vrai. Et puis, vu l'acabit des autres acteurs, on s'attendait plutôt à ce que le casting soit plus sobre, justement, et mettre 2 têtes d'affiche comme ça. Ouais. Non, il reste Margaret Qualley, qui est et puis les 2 actrices. Elles sont. Elles n'ont pas grand-chose à jouer, mais je crois que c'est des super actrices. Oui, voilà, elles se donnent quand même à fond. C'était assez plaisant. Je pense qu'il va rejoindre Ave César dans les. Je suis pas fou. Moi, j'ai eu du mal avec Ave César. Non, je suis pas d'accord. Pour le coup, c'est pas grave. Si je puis me permettre, Ave César, c'est fantastique. Bref, d'accord sur notre désaccord. Non, mais je peux comprendre. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais oui, j'ai trouvé assez lourd. Et puis, je comprends. Est-ce qu'on en a fini avec le bashing du Coen là ou... Oui, n'allez pas le voir. Gardez une bonne image des frères Coen. Enfin, d'Ethan Coen. Et du coup, on va finir ce petit tour d'horizon avec un film qui n'était pas à l'Arvor, qui n'est pas à l'Arvor, qui est ailleurs. Je refuse de citer le nom de ce cinéma. Et donc, on va passer sur Nous les Leroy, donc le premier film de Florent Bernard, Flaubert, qu'on aime beaucoup. Voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire. Donc Nous les Leroy, qui raconte l'histoire de la famille Leroy, donc Sandrine et Christophe et leurs enfants Lorelai et Bastien. Et donc plutôt au début du film, c'est la mère de famille jouée par Charlotte Gainsbourg qui, donc comme dans beaucoup de familles, n'en peut plus, n'est plus très heureuse et donc veut se séparer de son mari, donc qui est joué ici par José Garcia. Et donc tout le film va tourner autour du fait que lui ne l'accepte pas vraiment et va vouloir essayer de sauver sa famille, ou en tout cas son couple, en emmenant donc sa femme et ses 2 enfants dans un espèce de road trip improvisé, en essayant de repasser par tous les lieux qui ont fait un peu leurs souvenirs et leur vie, et pour essayer comme il le dit, d'essayer de raviver la flamme, et si à la fin il n'y a toujours rien, il accepterait le choix de sa femme. Et donc comme ça a été dit, donc c'est le premier film de Florent Bernard, ou Flaubert, qui l'écrit et le réalise, avec un joli casting en plus pour un premier film, et qui est, personnellement j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé que c'était une très bonne comédie française, notamment bien écrit au niveau des blagues. Le film est très drôle. Je trouve que ça tombe toujours au bon moment, ça fait rire au bon moment. Il y a aussi une succession de comédiens qu'on a pu voir, comme Florent Bernard vient un peu de tout ce monde d'internet. On en voit aussi qui viennent, donc on a Vincent Tirel, Simon Astier, Baptiste Le Caplin. Il y a la séquence avec Jérôme Niel aussi, et il y a Adrien Méniel qui est, comme à son habitude, génial et vraiment excellent, et sa séquence est l'une des plus drôles. Et c'est des apparitions à chaque fois de 5 minutes, mais je trouve ça semble pas en trop, et ça fait rire comme il faut à chaque fois. Et globalement, après, sur le thème plus profond du film, donc sur la famille, sur les dysfonctionnels parfois,
Je trouve qu'il reste quand même très en surface au niveau du couple. C'est intéressant, mais c'est pas grand-chose d'autre de ce qu'on a pu déjà voir. Donc c'est donc une femme qui n'aime plus vraiment son mari, et un mari qui se rend pas vraiment compte, qui s'est pas rendu compte déjà de ça et qui comprend pas pourquoi, qui n'arrive pas à remettre en question les problèmes qu'il y a pu avoir au fil des dernières années dans son couple. Bon, à ce niveau-là, c'était efficace, c'était ce qu'il fallait, mais ça m'a pas plus pris. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment beaucoup plus intéressant, c'était au niveau des enfants. Donc, on a le plus grand, Sébastien, qui est lui en terminale et qui s'apprête à partir de la famille, à partir à la fac, donc de sortir un peu de ce cocon. Et la fille qui est elle plus, je dirais fin collège, début lycée, je sais plus exactement si c'est précisé, mais dans les 15 ans, je pense que je dirais. Et donc pour lui, ça va plutôt être abordé du côté, donc il va renfermer ses émotions et s'enfermer dans sa bulle, et plutôt que de s'exprimer, rejeter le monde autour de lui, notamment avec sa copine. Et donc ça va aussi traiter des relations amoureuses chez les jeunes, et que parfois ça peut être compliqué. Et pour elle, pour la fille, c'est plus le mal-être de l'adolescence, se sentir incomprise, se sentir assez seule face à son monde, même face à ses parents, face à ses camarades de classe, vouloir être remarqué ou se sentir mal dans son corps. Enfin, c'est plus dans ces thématiques-là que j'ai trouvé le film intéressant et pertinent. Mais en plus, c'est bien traité, c'est efficace. Il y a de temps en temps des blagues qui sont bien écrites. Et de l'autre côté, des dialogues avec la mère, avec le père, qui ont tous chacun leur histoire qui est développée, qui est construite, et qui se termine à la fin, plus ou moins. Enfin, je trouve, là, mon avis est très à chaud. J'ai vu le film hier, donc peut-être que je suis passé à côté de certains défauts, mais en ressenti global, je trouve vraiment que le film se tient vraiment bien. Et que ouais, c'est vraiment un bon film, un bon premier film, qui fait passer un bon moment. Et donc ouais, j'encourage à aller voir, malgré qu'il ne soit pas... Moi, j'irai. non, mais en plus, je crois pas mal à la réussite du truc. Mais en tout cas, il y a un des dangers dans les comédies, surtout des gens qui viennent soit de la télé, soit Internet, c'est que c'est de la forme courte en général. Et en général, quand ils passent au cinéma, c'est une succession de formes courtes, de sketchs, de vannes et tout ça. Et je suis sûr que pour avoir vu un de ses précédents scénarios de long, Vermine, ça se voit que c'est quelqu'un qui sait réfléchir en termes de forme longue, avec des arcs narratifs qui prennent toute une longueur de métrage, et pas uniquement un film qui se réinvente à chaque scène parce qu'il faut réinventer une vanne qui finit la scène. Il faut que la vanne soit au service du récit et pas le récit au service de la vanne. Voilà. Il y a un truc auquel j'ai plutôt confiance, et c'est marrant parce que ce que tu racontes, en plus le film tel que tu racontes, c'est une comédie du remariage, quoi, en fait. Donc vraiment ce genre de comédie des années 40 à Hollywood, qui essayait de remettre les couples ensemble, et qui une structure qui a fait ses preuves, quoi. Mais même si c'est très réac. Pour le coup, je vais pas en raconter les détails de cette fin, mais ça s'oriente pas vers une fin auquel on peut s'attendre, ou une happy ending ou quoi. Enfin, genre ça reste dans la construction du film et de ce qu'il nous a raconté tout au long. Et même sur c'est ça, il est habitué aux formes courtes peut-être d'Internet, mais là, par exemple, quand il fait intervenir, je vais avoir envie de dire ses copains, mais c'est dans des scènes qui vont faire avancer le récit. Donc quand tu as Vincent Tirel et Baptiste Le Caplin au début, c'est une scène qui va montrer même si eux sont drôles, elle, à côté, ça va montrer que pour Sandrine, elle est en burn-out et malheureuse dans sa vie. Quand c'est Adrien Méniel, c'est une scène de restaurant où là tout se casse dans le couple. Quand c'est Simon Astier, qui est vraiment très drôle aussi, c'est après justement cette scène-là dans une voiture où elle lâche tout ce qu'elle a, elle en peut plus. Enfin, c'est une intervention de ces acteurs-là, de ces comédiens qu'on connaît bien, qu'on pourrait se dire ils sont juste là pour faire une scène, faire leurs blagues et partir, mais c'est inscrit dans
dans des scènes qui font avancer. Il n'y a pas de scène où tu dis c'est un filler, elle pourrait ne pas être là. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur un film, une remarque à faire, ou quoi que ce soit d'autre? Ou est-ce qu'on peut... Ou qui... Bon, peut-être pas à jamais quand même, mais... Bon, on va peut-être passer aux actus du cinéma Arvor pour conclure un peu tout ça. D'abord, j'aimerais faire la promo de la séance de Faites le mur qui arrive le 17 avril, tout à fait, le mercredi 17 avril, dans le cadre donc Faites le mur, le ciné-club lycéen ouvert à tous, en partenariat avec le lycée Coët-Logon où je travaille. Et donc, on va passer Signe de M. Night Shyamalan en 35 mm, donc c'est vraiment super, une belle copie. Et ce sera précédé d'une petite présentation par moi. Et donc ça va être très sympa, voilà. Je plus sois. Oui, non, c'est un super film. Qui l'a vu, ce film? Ouais. Les autres, vous êtes obligés de venir. C'est Mel Gibson, dedans, il est super. Non, ouais, j'ai trop hâte d'être à cette séance. Moi, je veux juste dire un petit mot sur un truc qui va avoir lieu à la fin du mois ici. Donc, c'est la convention cinéphile, qui est un événement qui avait lieu auparavant dans des bistrots, qui est un événement créé par l'association 97 mm qu'on a rapatrié à l'Arvor et qui va consister en faire venir des éditeurs de DVD, de Blu-ray, de plein d'éditeurs indépendants qui sont des vrais acteurs de la cinéphilie française, que ce soit des gens de chez Rimini, Extralucide ou Intersection, et qui valorisent le cinéma de patrimoine. On les fait revenir. Il va y avoir un petit salon, là même où nous sommes, dans l'espace rencontre du cinéma Arvor, ou peut-être même en terrasse si jamais le temps le permet. Et il y aura aussi des projections de 3 films, au moins 2 dont je sais qu'ils sont très très bons, c'est-à-dire Matewan de John Sayles le dimanche à 13h45. John Sayles, je pense que c'est vraiment le secret le mieux gardé du cinéma américain, c'est un type absolument incroyable, cinéaste marxiste américain, donc on comprend qu'il ait un peu de mal à trouver à tourner, ou en tout cas dont les films sont un peu plus difficilement présentables aux États-Unis. Et Police fédérale Los Angeles, un des plus grands polars de l'histoire du cinéma, par William Friedkin. Et le samedi, ce serait Concrète Utopia, film coréen que je n'ai pas vu, celui-là, mais voilà, ce sera notre petit événement qu'on espère pérenne à l'Arvor, la convention cinéphile. Voilà. Très bien, venez nombreux, hein, ça va être des super films, c'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'événement, donc on a de la chance. Eh bien, merci d'avoir écouté, merci à tous les étudiants et étudiantes pour votre participation, c'était super intéressant de vous écouter sur ces films et de parler avec vous, et c'est donc le dernier podcast de l'année, puisqu'après ce sera les examens puis les vacances. Bonne chance pour ça d'ailleurs. Et puis voilà, merci d'avoir suivi tout ça et à l'année prochaine. Jesus fucking Christ. Yeah. What did we learn, Palmer? I don't know, sir. I don't fucking know either. I guess we learned not to do it again. Yes, sir. I'm fucked if I know what we did. Yes, sir. It's hard to say.